bonjour à tous, bienvenue sur la table, le lab de la Banque Populaire Grand Ouest. Je suis Simon Mallet, je suis directeur de la communication et j'ai le plaisir donc d'animer ce lab sur une thématique qui est The Great Place to Work, ou encore comment attirer et fidéliser les talents. Alors vous savez, et j'imagine que si vous avez parcouru un petit peu les plénières, vous avez entendu parler de beaucoup de sujets qui tournent autour de problèmes, de difficultés de recrutement, de pénurie de main-d'œuvre, de grandes démissions aussi. On parle aussi même de démissions silencieuses maintenant. On parle aussi de qualité de vie au travail, de quête de sens, voire de bonheur. Donc effectivement, des entreprises qui peuvent afficher et dire « nous, on est Great Place to Work », semble-t-il, c'est un vrai plus pour attirer et fidéliser les talents. Alors, dans ce lab, ce qu'on vous propose, c'est d'en savoir plus, de découvrir ce qui se cache derrière ce label, comment est-ce qu'on l'obtient, c'est quoi la démarche de labellisation, et surtout, quelles transformations elles engendrent, c'est-à-dire quels mouvements vont se passer dans les entreprises au contact de cette labellisation, au contact de cette démarche. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Sans plus attendre, je vous propose de faire connaissance avec nos intervenants qui sont très concernés par le sujet. Je vous propose que chacun, vous allez vous présenter. On prend une petite minute, 2 minutes pour savoir qui vous êtes et pour où vous travaillez, quelle institution, quelle entreprise. Marie-Laure Collet, est-ce que vous voulez commencer ? C'est gentil, merci Simon. Donc, je m'appelle Marie-Laure Collet. Je préside aujourd'hui une instance paritaire qui s'appelle l'APEC, qui est une structure qui compte 1050 salariés, qui a un budget annuel de 132 millions d'euros, financé à 95% par les cadres et les employeurs de cadres, il ne faut pas l'oublier. Donc, nous ne sommes pas une organisation étatique, comme certains aiment à le dire et à le penser. Non, non, nous sommes une structure qui ne vit que grâce aux cotisations des salariés des entreprises et des entreprises elles-mêmes. Par ailleurs, je suis chef d'entreprise. J'ai créé l'entreprise Abaca il y a 20 ans, en ce mois de septembre. J'ai racheté My Job Company il y a 6 ans et j'ai créé il y a 7 ans une structure de conseil auprès des gouvernances d'entreprises qui s'appelle Calder & Partners. Tout ceci forme un groupe qui s'appelle Calicea. Et 2 de mes entreprises ont rejoint une très très belle entreprise de travail temporaire qui s'appelle Interaction. Avec Loïc Gallerand, nous nous sommes retrouvés sur ce qui m'est cher, à savoir les valeurs. Et les valeurs en vrai, dans le label dont vous parlez aujourd'hui, il est essentiel de parler de valeurs et de valeurs vécues et non pas de valeurs uniquement affichées qui résonnent avec une culture d'entreprise. Et donc, j'ai eu la grande chance de pouvoir choisir la structure qui allait m'accompagner dans le développement de mes entreprises. Et moi, j'ai voulu rester au niveau territorial, au niveau régional, parce que je suis très attachée à la notion de territoire. Je suis très, très attachée aussi à la notion d'employabilité dans les TPE-PME qui maillent nos territoires et qui permettent justement aux ETI et aux grands groupes de se développer, parce que nous sommes un maillon essentiel de la chaîne de valeur, avec aussi des banques du territoire. Et les banques mutualistes sont très attachées à ces mêmes valeurs. Donc, c'est aussi pour ça qu'avec la BPGO, j'ai des accointances toutes particulières. Et enfin, dans ce mandat APEC, je représente, et j'oublie pas de le dire, le patronat régional, à savoir le MEDEF, puisque je suis vice-présidente du MEDEF Bretagne. Et comme une chose en entraîne une autre, je représente ma corporation, donc le monde du conseil, du numérique, de l'ingénierie, de la formation et de l'événementiel, par le biais de la fédération Syntec. Voilà, je crois que j'ai fini sur la présentation. Merci. Régis Guioni, vous prenez la suite. Donc Régis Guioni, je suis DRH de la Banque Populaire Grand Ouest depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, après avoir eu un parcours commercial, une première étape dans la RH et ensuite la communication. Donc BP Grand Ouest, c'est une jeune banque, elle a un peu plus de 4 ans maintenant, présente sur 12 départements du Grand Ouest, donc la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie. Une banque qui travaille sur 2 marques, la marque Banque Populaire Grand Ouest et la marque Crédit Maritime Grand Ouest. Une banque qui est extrêmement attachée au territoire, qui est très attachée à la proximité avec l'ensemble des citoyens, des structures, des organisations de ce territoire. Une banque qui agit
tous les jours pour l'accompagnement des projets, pour l'accompagnement des transitions qui sont aujourd'hui extrêmement importantes et ça s'accélère d'ailleurs. Je pense que les uns et les autres, on peut le constater et on a pu le constater encore cet été. Donc on a besoin, nous, d'être présents auprès de l'ensemble des instances du territoire pour justement accompagner ces transitions et faire en sorte que le territoire de la Bretagne, mais aussi les Pays de la Loire et de la Basse-Normandie, continue à se développer et se développer de manière responsable pour les générations à venir. Voilà. Donc, moi, sur ces missions RH, mon rôle, c'est surtout de faire en sorte que les femmes et les hommes de l'entreprise, qui sont la première partie prenante, la plus importante dans une entreprise de service, eh bien, s'épanouissent tous les jours au travail et dans la vie personnelle, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, il y a une forte porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et nous, en tant qu'entreprise, on peut aussi agir pour faciliter la vie personnelle de nos salariés. Donc moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait cet épanouissement, parce que des salariés épanouis sont des salariés qui vont s'engager et qui vont assurer le développement de l'entreprise, mais aussi le développement de l'ensemble de notre clientèle. Voilà. Merci Régis. On poursuit le tour de table. Jean-Baptiste Le Ténier. Bonjour à tous. J'ai un grand merci en tout cas de m'inviter aujourd'hui à ce lab. Donc Jean-Baptiste Le Ténier, moi je travaille depuis maintenant 10 ans chez Great Place to Work. Alors j'ai 2 casquettes. J'ai une première casquette de team leader, c'est que voilà, j'ai la chance de pouvoir accompagner toutes les équipes pour développer en tout cas Great Place to Work en région. Et une autre casquette qui m'intéresse plus particulièrement, c'est que je suis le responsable Grand Ouest. Donc c'est moi qui accompagne en tout cas toutes les entreprises bretonnes, normandes et des Pays de la Loire dans l'aventure Great Place to Work. Alors que ce soit dans la préparation, à la mise en place du projet, mais surtout dans l'analyse et la restitution du diagnostic. Et puis bien entendu pour aussi, pour celles qui l'obtiennent, de valoriser en tout cas leur labellisation Great Place to Work. Voilà. Merci. Et on termine avec vous, Jean-Marc Morel. Oui, bonjour. Jean-Marc Morel, je suis secrétaire général du Groupe Launay. Alors, Groupe Launay, c'est une entreprise familiale, aménageur, promoteur immobilier. Le siège social est à Rennes. Nous sommes présents aujourd'hui à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Annecy, à Angers, à Vannes. Le groupe, sur l'ensemble de ses activités, c'est 130 personnes aujourd'hui. Il y a 10 ans, nous étions 25. Donc attirer et fidéliser les talents, c'est un souci, en tout cas une problématique de notre quotidien. Et nous sommes labellisés Great Place to Work depuis 2 ans. On est même best-of. Parmi les meilleurs. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis quand même. On est best-of, parmi les meilleurs. Et ça nous aide, alors en interne, à se remettre en question, enfin on va en parler aussi un peu, ça nous aide beaucoup sur les recrutements, la fidélisation et à progresser sur la qualité de vie au travail. Merci à tous les 4. Alors on va démarrer cette table ronde et ce lab. Anna, je vois que tu es là, super. On a la chance d'avoir la super application Klaxoon qui va nous aider à avoir de l'interactivité les uns avec les autres. Donc, je passe la parole à Anna qui va vous expliquer comment ça va fonctionner. Merci. Bonjour à tous. Alors, vous avez devant vous le QR code pour rejoindre la session Klaxoon. Donc, je vous laisse flasher. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous avez un code à côté pour rejoindre donc, sur le site directement sur Klaxoon. Si jamais c'est trop éloigné, je peux passer avec mon téléphone pour vous donner le QR code. Ah, je vous gêne peut-être un peu. C'est bon. Et vous allez voir, en rejoignant donc, la session Klaxoon, vous avez une question qui est directement ouverte pour savoir si vous connaissez donc, ce label. Je vous laisse y répondre. Il suffit juste de cliquer dessus et vous avez le choix, oui, non. Si jamais vous avez le moindre souci, je suis là. Merci Anna. Allez-y, flashez le QR code et répondez donc à la question. Est-ce que vous connaissez tout simplement le label Great Place to Work? On vous laisse quelques secondes encore. Jean-Baptiste, un pronostic sur la note? Je sais pas, je dirais au moins sur 2, j'espère. Il se mouille pas. Hein. Ça va, c'est bon pour tout le monde? Ou encore un petit peu de temps? Le réseau est pas topissime. Bah alors. Est-ce qu'on a au moins une note ou sinon on fait un main levée? Ah bah c'est bon, alors ça marche. Regardez. Ça dit quoi? Ah oui, il y a le retour qui est là. Tac. 0.
Pas sur le retour là. Non, non, pas sur. Est-ce qu'on peut remettre le code? Ouais. Oui. Sinon, je sens qu'on va faire un bon vieux main levée. C'est traditionnel. Est-ce qu'on laisse une dernière chance au réseau? Non, on va avancer, hein, comme ça va. Allez, on fait un vote à main levée. Qui connaît l'application The Great Place, le label, pardon, The Great Place to Work? Quand même, hein. Ça nous fait un 70 facile, hein, 70%. Hein. Eh ben, on commence à être de plus en plus connus. Merci. Bon, bah écoute, Jean-Baptiste, on va démarrer avec vous. On va commencer. Voilà, on voudrait juste commencer par la base. Comment ça marche? C'est quoi ce label, Great Place to Work? Comment ça fonctionne? C'est quoi comment la démarche de labellisation fonctionne? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça dans le détail? Avec grand plaisir. Alors, Great Place to Work, nous aujourd'hui, on est la référence mondiale de l'expérience collaborateur. Alors, comme son nom l'indique, on est d'origine américaine. On existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui, 20 ans en Europe. On a vu un petit coup de pouce d'ailleurs de la Commission européenne qui nous avait aidé à développer en tout cas l'activité en Europe. Alors, comment l'histoire a été créée? Alors, ça remonte maintenant à de nombreuses années. C'était dans les années 80. C'était au départ 2 chercheurs qui s'intéressaient déjà à tout ce qui était relatif à cet engagement collaborateur, la motivation. Et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi certains collaborateurs étaient si heureux, en tout cas, de travailler pour l'entreprise, et d'autres qui la détestaient autant. Donc, ils sont partis pendant quasiment 10 ans, essayer d'interroger des dirigeants, des managers, beaucoup de collaborateurs de différents secteurs, différentes tailles d'entreprise, pour comprendre justement quels étaient les critères qu'ils mettaient en avant. Et là, alors, grande surprise, c'était clairement pas les baby-foot ou les corbeilles de fruits qui revenaient, mais c'était tout simplement le degré de confiance qu'ils avaient vis-à-vis de leur entreprise. Donc voilà comment est née la genèse, en tout cas Great Place to Work au départ. Et ensuite, donc on était vraiment, en tout cas au départ, vraiment un cabinet de conseil qui allait aider les organisations justement à en tout cas renforcer l'engagement et la motivation des collaborateurs. Et cette notion de label est arrivée un petit peu plus tard grâce à l'intermédiaire d'une éditorialiste qui travaillait pour un petit magazine qui s'appelle le magazine Fortune, pour ceux qui connaissent aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'en tout cas la notoriété de Great Place to Work, en tout cas, s'est accrue. Alors nous, notre philosophie, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est persuadés que les organisations, les entreprises les plus performantes sont celles qui placent en tout cas l'expérience collaborateur au cœur de leur mission, au cœur en tout cas de leur stratégie. Alors comment ça marche Great Place to Work? Nous, on propose en tout cas aux entreprises de pouvoir réaliser entre autres des diagnostics de la qualité de vie au travail à travers 2 outils de diagnostic pour avoir cette vision complète. Le premier outil, c'est une enquête. On va interroger tous les collaborateurs de l'entreprise, dirigeants compris, autour d'une méthodologie qui avait été définie grâce à ces chercheurs-là pour évaluer le degré de confiance qu'il existe dans l'entreprise. Donc c'est assez challengeant parce qu'il y a des questions qui vont tourner, notamment en France, autour de l'équité, par exemple, qui peuvent être un peu plus complexes, par exemple, sur la crédibilité du management, sur la convivialité qui peut régner. Donc ça, c'est le premier outil, c'est connaître la perception, le ressenti des collaborateurs via un questionnaire anonyme qui nous permet en tout cas de connaître vraiment en tout cas leur ressenti direct. Mais ce qui nous intéresse aussi, vous allez le voir dans la présentation, c'est que ce qui en tout cas fait la singularité des entreprises, c'est leur culture d'entreprise et leur pratique managériale. Et le deuxième outil qu'on propose auprès des entreprises, c'est de pouvoir les questionner, en tout cas sur, selon eux, leurs meilleures pratiques, les pratiques les plus emblématiques, celles qui les rendent uniques et différents, pour identifier en tout cas les meilleures pratiques de l'organisation. Donc c'est à travers cette double approche, une enquête collaborateur et un dossier sur les pratiques managériales, qu'on va pouvoir justement réaliser en tout cas cet audit et identifier très clairement les grandes forces et les axes de progression. Voilà le premier objectif du projet Great Place to Work, mais vous nous connaissez sûrement à travers les labels, et c'est grâce aussi à ce diagnostic-là qu'on va pouvoir décerner ou pas des labels employeurs. Parce que Great Place to Work offre la possibilité justement aussi à nos clients de postuler à un programme de reconnaissance, différents labels, pour valoriser en tout cas les cultures d'entreprise. Voilà en tout cas les 2 enjeux en tout cas du projet Great Place to Work, structurer une approche de qualité de vie au travail et valoriser leur culture d'entreprise à travers des labels employeurs. Est-ce que c'est simple de décrocher ce label? Et combien d'entreprises y arrivent? Tu as des chiffres?
On a quelques chiffres, on les regarde souvent d'ailleurs. Clairement, l'habilitation Great Place to Work est difficile. C'est clairement pas automatique. Aujourd'hui, on a regardé les chiffres l'année dernière. Il y avait un tout petit peu plus d'une entreprise sur 3 qui a réussi à obtenir la labellisation Great Place to Work. Alors, ce qu'il faut voir dans le projet Great Place to Work, je pense que Régis et Jean-Marc pourront en témoigner, c'est que c'est avant tout avoir un objectif justement de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. C'est de faire justement une photographie à un moment donné de l'expérience collaborateur dans l'entreprise, dans le but de pouvoir très clairement identifier les grandes forces, les axes d'amélioration et de pouvoir aussi piloter en tout cas la stratégie RH de l'entreprise. Est-ce qu'on a connu un engouement avec le Covid et surtout l'après-Covid par rapport à cette démarche ? C'est vrai. Je pense que vous pouvez tous en témoigner. Le sujet de la qualité de vie au travail, de l'engagement, voilà, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont remis en question, des dirigeants aussi également. Donc oui, clairement, ça a été bouleversé. D'une part, je dirais du point de vue du collaborateur, aujourd'hui, c'est vrai que les collaborateurs sont beaucoup plus exigeants vis-à-vis de leur employeur et par rapport notamment aussi aux conditions de travail. Voilà, je pense qu'on a vu l'explosion du télétravail, par exemple, aussi l'adaptation du management avec un management plus hybride, l'organisation du travail. Donc très clairement, aujourd'hui, les collaborateurs sont plus exigeants, plus regardants sur ce sujet de qualité de vie au travail. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que les collaborateurs, en tout cas aussi, aspirent à travailler dans une entreprise porteur de sens, qui seront aussi plus en phase avec leurs valeurs. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui a changé depuis le Covid. Et puis un autre point aussi, d'un point de vue plus de la direction des entreprises, moi je le vois, aujourd'hui, ce sujet de qualité de vie au travail, on nous contactait beaucoup pour ces images de labels. Et aujourd'hui, les dirigeants et les dirigeantes qu'on rencontre, il y a une vraie prise de conscience sur le fait que l'impact, en tout cas d'une bonne qualité de vie au travail, va avoir du coup directement un impact, en tout cas sur la motivation, l'engagement, en tout cas des collaborateurs et a fortiori, bien sûr, la performance globale de l'entreprise. Là, c'est un peu, vraiment, quand j'entends ce que vous dites, vous mesurez plus la confiance au travail que le bonheur au travail. Et en plus, je crois que là-dessus, il y a débat entre le bonheur et la qualité de vie au travail. C'est un peu différent. Ouais, complètement. Ouais. Ça, c'est un sujet qui revient beaucoup. Le bonheur, en fait, c'est très personnel et individuel, hein, très clairement. Donc, le bonheur au travail, pour moi, en tout cas, c'est une promesse qui ne peut pas être tenue par les entreprises. Hein, c'est impossible. Tout comme d'ailleurs le bien-être au travail, hein, je pense qu'on est tous d'accord, c'est plus, on va dire, quelque chose en tout cas de ponctuel et qui est plus centré, on va dire, sur le confort en tout cas individuel du collaborateur. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on voit ici, c'est vraiment ce sujet de qualité de vie au travail, qui est vraiment en tout cas un élément très structurant pour les entreprises dans leur stratégie RH. Et nous, pour évaluer cette qualité de vie au travail chez Great Place to Work, on l'évalue autour de 3 interactions chez le collaborateur. Alors, c'est toutes les études qu'on a pu mener. La première interaction qu'on voit très clairement, qui est la plus importante aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai confiance dans mon management, dans mon manager ? Et ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup, qui est très challengeante en termes de crédibilité. Est-ce qu'il est légitime ? Est-ce qu'il est en tout cas exemplaire dans ce qu'il fait ? Est-ce qu'il y a aussi une forme de respect qui existe ? C'est vraiment ce qu'on peut voir aussi. Et enfin, un sujet qui est un petit peu plus compliqué en France, en tout cas où les collaborateurs sont un peu plus exigeants, on se fait pas mal chambrer d'ailleurs par nos homologues européens, c'est sur cette notion d'équité dans l'entreprise. Et l'équité, c'est tout ce qui a trait à cette forme de reconnaissance dans l'entreprise, où on voit que malheureusement, en tout cas, cette reconnaissance n'est pas encore très bien ancrée dans les entreprises, mais aussi dans la société française. En tout cas, c'est plus un point de vue personnel. Alors, ce que je dis souvent, je ne suis pas non plus virer comme les Américains où tout est amazing à chaque fois qu'on fait quelque chose, mais au moins reconnaître, valoriser le travail des collaborateurs. On attend sur un travail, un simple merci déjà, mais on voit que ce n'est pas encore très bien ancré dans la culture des entreprises. Donc ça, c'est la première interaction vraiment qui est importante, c'est avec le management. Ce qu'on va aussi découvrir, ce qu'on va évaluer, mesurer, c'est l'interaction qu'ils ont vis-à-vis de leur entreprise, et notamment ce sentiment de fierté qui est très important dans une entreprise, par rapport à son job, ce qu'on fait, mais aussi sur le sentiment d'appartenance par rapport à l'entreprise. Et enfin, la troisième interaction qu'on va évaluer de confiance, c'est, parce qu'on passe quand même pas mal de temps avec eux, c'est avec ses collègues de travail, et notamment ce degré de convivialité qui peut régner dans l'entreprise, en termes de célébration, de solidarité, mais c'est des notions qui sont très importantes aussi pour les collaborateurs, pour construire justement un climat de confiance et une entreprise où il fait bon travail. Ok, on imagine facilement l'impact que ça peut avoir sur de l'image employeur. Est-ce que ça va au-delà ? Est-ce qu'on peut parler de business aussi ?
Oui, clairement. Ce que je disais au départ, avant le Covid, ce qu'on voyait beaucoup, c'est que les gens nous contactaient beaucoup pour cette approche de label. Alors souvent, il reste aussi pour cette fameux outil de mesure qui est assez important pour eux. Donc oui, ça a un impact très clairement sur l'attractivité aujourd'hui des candidats, encore plus vrai aujourd'hui. Je pense que voilà, ce sujet de marque employeur est un sujet très présent maintenant dans la politique RH des entreprises qu'on peut accompagner. Juste un exemple, je regardais les études qu'on avait pu mener. Aujourd'hui, chez Great Place to Work, sur un poste ouvert, on constate qu'il y a à peu près 3 fois plus de candidatures que chez leurs concurrents, qui ne sont pas labellisés Great Place to Work. Donc oui, ça a un impact en tout cas sur cet aspect d'attractivité. Mais après, ce qui nous paraît encore plus important, nous, le fait d'être une Great Place to Work, c'est surtout avoir un véritable avantage concurrentiel en termes de performance. Et on a fait l'étude avec 2 de nos clients. Alors, c'est des clients qui sont des organisations multisites, un issu de la distribution spécialisée avec beaucoup de magasins, et un autre plus dans le secteur automobile qui avait différents garages. Donc on a fait l'enquête Great Place to Work auprès de toutes ces entités-là, et ce qu'on leur a demandé, c'est de pouvoir en fait isoler les 30 meilleurs magasins, les 30 meilleures entités, et les 30 moins bons en termes de satisfaction collaborateur. Et on s'est amusé aussi à regarder justement sur d'autres indicateurs, notamment RH et business, un petit peu justement qu'est-ce qui différencie en tout cas ces top 30 des magasins et les 30 moins bons. Et très clairement, les résultats parlent d'eux-mêmes, que ce soit d'un point de vue RH, sur l'absentéisme, sur le turnover dans l'entreprise, sur le nombre d'accidents aussi. On voyait que c'est des taux qui étaient beaucoup plus bas en tout cas chez les entités où les collaborateurs étaient le plus satisfaits de leurs conditions de travail. Mais surtout, ce qui était le plus important, c'est que d'un point de vue business aussi, c'est vrai que ça a un vrai impact parce qu'on regardait dans ces magasins-là, notamment, moi je l'ai fait beaucoup chez cette entreprise-là, qui se nomme Cultura, qui est une Great Place to Work. Et on voyait qu'en fait, notamment, c'était le taux de satisfaction des clients. En fait, il y avait un vrai impact, c'est que les clients, en tout cas, étaient beaucoup plus satisfaits, en tout cas, de cette relation, en tout cas, client dans ces magasins-là que d'autres. Et on pouvait le voir aussi en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité que ces magasins-là avaient les meilleurs résultats. Donc oui, être une Great Place to Work, ce n'est pas uniquement un impact sur l'attractivité, mais bien aussi sur des enjeux RH et business. Ok, merci pour cette réponse très claire. Alors maintenant, Jean-Baptiste, j'imagine qu'il n'y a pas de recette miracle, mais que tu as quand même, avec toute ton expérience, observé des essentiels, des marqueurs clés qui fonctionnent au niveau de la qualité de vie au travail. Alors, avant que tu nous les révèles, on va vous faire travailler un petit peu. Anna, on va passer au mode klaxoon. Et on va vous demander, on va former un nuage de mots en fait, de ce qui pour vous sont des marqueurs, des influenceurs importants dans la qualité de vie au travail. On vous laisse remplir donc, le champ dans l'application et on va découvrir le nuage de mots. Et puis Jean-Baptiste, je te laisse le commenter en live au fur et à mesure, si le réseau ne fait pas de misère. J'espère que ce ne sera pas les baby-foot qui va revenir. Pendant ce temps-là, aussi, je vous passe l'information qu'on a évidemment une séance de questions-réponses à la fin. Vous pouvez, dans l'application, remplir dès à présent vos questions. Attendez pas le dernier moment. La session questions-réponses est déjà ouverte, donc n'hésitez pas à y aller. Beaucoup de thèmes qui arrivent. Beaucoup de thèmes qu'on connaît bien chez Great Place to Work. Très clairement, les thèmes évoluent. Ça fait 10 ans que je suis chez Great Place to Work et c'est vrai que au départ, quand je suis arrivé, on accompagnait beaucoup de startups et c'est vrai que le mot fun, convivialité revenait beaucoup. Et depuis quelques années, voilà, on va retrouver des thèmes qu'on voit. L'équilibre des temps de vie est quelque chose de primordial aujourd'hui pour beaucoup de collaborateurs. Donc clairement, c'est un pilier qui est le plus important. Je vous le dis du point de vue de Great Place to Work, nous, c'est clairement la confiance aujourd'hui, mais cette confiance, comment on va la générer ? C'est notamment par cette relation de confiance avec le management. Et très clairement, l'écoute, et je l'ai vu revenir beaucoup de fois ici, en fait partie aujourd'hui. Les thèmes qu'on voit sur les attentes aujourd'hui des collaborateurs pour être dans une entreprise où il fait bon travailler, il y a un sujet central que je ne vois pas forcément revenir ici, c'est le sens. C'est le sens qu'on donne justement au travail, cette vision stratégique qu'on va partager et réussir à embarquer tous les collaborateurs dans un vrai projet d'entreprise. Ça en fait partie. Et bien sûr, cette forme de reconnaissance dans le travail, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais c'est quelque chose, notamment en France, qu'on devrait complètement améliorer. Et quand je parle de reconnaissance, beaucoup de dirigeants me disent mais je ne peux pas augmenter de 20% tous mes collaborateurs.
Très clairement, il y a une autre forme de reconnaissance qui existe, cette reconnaissance immatérielle. Ça passe par valoriser aussi justement l'humain, l'individu, et pas uniquement ses performances, en tout cas commerciales, financières. Donc oui, la reconnaissance pour moi est un véritable pilier qu'on doit améliorer en France. Merci Jean-Baptiste, on en sait beaucoup plus maintenant sur le label Great Place to Work. Je vais me tourner vers vous, Jean-Marc Morel. Donc, je rappelle que vous êtes secrétaire général du groupe Launay. Le 5 avril dernier, vous avez obtenu pour la seconde fois la certification Best Workplaces. Avec des scores, j'ai regardé, des scores qui sont parfois super élevés. On a noté 89% de vos collaborateurs estiment évoluer dans une entreprise où il fait vraiment bon travailler, ou même encore 98% disent travailler dans un cadre agréable. Donc j'ai envie de savoir si ça vous a demandé un effort énorme ou pour obtenir ces résultats, ou si ça a été facile. Alors la première année, on n'a rien fait de spécial. La première année, entre guillemets, on s'est contenté de dire ce qu'on faisait. Parce que c'est vrai que le groupe Launay est une entreprise familiale. Franck et Jérôme Launay, les dirigeants, ont toujours eu à l'esprit le bien-être, la qualité de vie, etc. au travail, la reconnaissance. Et un jour, mon président rentre dans mon bureau et il me dit « Jean-Marc, regarde, ce serait bien, on fait plein de choses, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un label ?» Pour le faire savoir et pour impliquer nos collaborateurs, nos collaboratrices, un projet d'entreprise sur un label. Et là est partie la démarche. Mais vraiment, la première année, on s'est contenté de dire ce qu'on faisait et on ne pensait pas l'avoir. Sincèrement, on s'est dit, bon, voilà, la première année, on tente, on ne va pas l'avoir et ça va nous permettre de nous améliorer. Et ce n'est qu'à partir de la deuxième année qu'on a commencé à regarder les résultats, à les analyser, à se comparer avec les autres labellisés et à mettre en place des choses qu'on n'avait pas mis avant. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette première enquête ? Ça a été une découverte, ça a été... Alors oui, ça a été une découverte parce que les salariés, tous les salariés reçoivent un questionnaire anonyme, 70 questions à peu près. Donc on se dit, est-ce qu'on va se faire laminer ou pas, quoi, parce que comme c'est anonyme, ça peut être l'occasion de critiquer, mais ça n'a pas été le cas. Au contraire, ça a été une vraie source de reconnaissance aussi pour l'entreprise, pour les managers. Ça fait apparaître des points forts et des points faibles, des axes d'amélioration. Alors nous, on avait des points forts, historiques, la reconnaissance, politique de rémunération, politique d'égalité homme-femme, beaucoup de convivialité, beaucoup d'implication dans la vie locale. Le groupe Launay, on est depuis très longtemps partenaire d'à peu près 70 associations sportives, culturelles. Donc on avait des choses qui fonctionnaient bien. On fait beaucoup de promotions internes. Moi, quand j'ai un recrutement à faire, la première chose que je regarde, c'est est-ce que j'ai pas la ressource en interne, déjà. Et je ne fais du recrutement externe que quand j'ai pas la ressource en interne. Et ça permet de limiter considérablement les départs, les frustrations. Ça implique tout le monde. Ça, j'en suis convaincu. Et puis, évidemment, point faible. Voilà. Il y a des trucs qui font mal parce que forcément... on ne s'y attend pas. Alors nous, groupe Launay, par exemple, notre gros point faible, c'est la verticalité de notre processus de décision. Nous, on a un président et un DG. Quand il décide, il décide. Et il décide rapidement. Et parfois, ça tombe d'en haut, tout seul. Voilà. Donc, on essaye de travailler ce sujet. Pas évident, mais le label nous a d'abord fait prendre conscience de ça. Alors moi, mon président et mon DG, au début, ils ont dit non, pas tant que ça. Je dis si, quand même. Voilà. Ça permet de faire passer des messages. L'amélioration est lente, mais ça bouge. Et puis après, en se comparant avec les autres, alors le télétravail, nous on a mis en place le télétravail, c'était pas du tout dans la culture. On bosse le sujet de la parentalité. Donc là, demain, je signe un accord avec des crèches. Et on prend des places en crèche d'entreprise parce que y a un vrai souci aujourd'hui d'accès aux gardes d'enfants. Et comme j'ai beaucoup de femmes, plus de 50% de femmes, y compris au poste d'ingénieur en technique, en suivi de chantier, directrice financière, directrice consultation innovation urbaine, il faut qu'on les accompagne là-dessus. Alors je pense aux femmes, mais il y a les papas aussi, bien sûr, maintenant. Voilà, donc tout ça s'est fait grâce à Great Place to Work en essayant d'avancer. Mais toujours en gardant notre âme, notre culture. Parce qu'il ne faut pas que ce soit la course à l'échalote. C'est ça.
Dernière question aussi, est-ce qu'aujourd'hui, l'interne prête attention à ce label? Est-ce que pour eux, c'est un moment attendu, tiens, les chiffres? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que c'est attendu? Ouais. Oui, alors, alors le sentiment d'appartenance au groupe est très fort chez nous. On a très peu de turnover et je pense pouvoir dire que les gens sont très attachés à l'entreprise parce que l'entreprise est attachée à eux et à elle. Ils sont en attente, oui, parce que c'est une vraie fierté. Et puis, ça leur sert à nous mettre la pression. Pour ceux qui voudraient mettre le label en place. Alors maintenant, quand ils demandent un truc et qu'on leur dit non, ils nous disent « Ouais, à quoi ça sert d'avoir le label ?» Si c'est pour nous dire non. Donc, faut se méfier quand même. Faut pas aller, faut pas aller trop loin. Moi, je regarde les tout bons, label Great Place to Work. En rigolant, je me dis putain, mais quand est-ce qu'ils bossent, quoi? C'est vrai, ils sont allés vraiment très, très, très loin. Voilà. Donc, le label s'adapte aussi à l'entreprise et il ne s'agit pas d'aller forcément au bout du bout. Il faut s'améliorer en gardant sa culture, en restant vrai. Ok, donc chez vous, j'avais entendu quand on avait préparé l'entretien, c'était vraiment aussi pour fidéliser en interne les talents. Alors justement, on va parler avec Marie-Laure Collet de ces candidats au recrutement. Alors aujourd'hui, si on fait un peu le diagnostic de tout ce qu'on entend, c'est les recrutements sont partis et sont bien repartis et très forts en France et en Bretagne. Vous en êtes une observatrice de premier plan et visiblement aujourd'hui, on se retrouve face à des problèmes de pénurie. De profil. Alors c'est l'effet papy boom, on appelle ça comme ça, vous allez nous en parler peut-être. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui ce constat au niveau du marché de l'emploi? Du papy boom? Oui, par exemple. Ah oui, c'est la définition même du papy boom. On est dans le papy boom jusqu'au moins en 2025. Et quand la définition du papy boom a été construite, on ne parlait pas encore de l'allongement de la vie professionnelle. Donc vous savez que sous Nicolas Sarkozy, les salariés ont pris 2 ans de plus dans leur vie professionnelle. Là, la réforme des retraites qui va concerner tout le monde tend à l'allongement de la vie professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc le papy boom va s'étendre au moins jusqu'en 2030. Alors moi, je suis assez étonnée du peu de mémoire qu'ont les observateurs économiques justement sur ce domaine de l'emploi, puisque il y a 5 ans, tous les médias parlaient du papy boom. Depuis le Covid, plus personne n'en parle et tout le monde s'étonne qu'il n'y a plus de compétences dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les CSP, dans tous les métiers. C'est tout simplement très facile à comprendre. On a eu un arrêt de l'économie en mars 2020. On a une reprise exceptionnelle qui a frisé les 8% pour certains secteurs et tout le monde recherche des compétences en même temps. Donc en fait, vous conjuguez tout cela. Vous avez une population active qui augmente, certes, modestement mais régulièrement, mais vous avez finalement des départs massifs en retraite et donc il y a un appel d'air et donc forcément sur l'Hexagone, qu'on soit en Bretagne ou dans d'autres régions, qu'on soit dans tel ou tel secteur d'activité, qu'on soit dans tel ou tel métier ou dans tel CSP, eh bien on manque de compétences. C'est ce qu'on appelle le phénomène papy boom. Donc Geoffroy Roux de Bézieux l'a rappelé hier. Donc il ne faut pas s'étonner de la mécanique mathématique. En revanche, ce qui est beaucoup plus déplorable, c'est qu'on le sait depuis très longtemps. Alors, on n'anticipait pas le Covid, mais on sait depuis très longtemps qu'on va manquer de compétences par rapport aux besoins de notre économie, tous secteurs confondus, et que nous n'avons pas mis en place des solutions à la fois en termes de politique d'emploi, mais aussi organisationnelle de nos entreprises, pour juguler finalement cette crise de compétences. Donc évidemment, il faut que les chefs d'entreprise repensent leurs organisations. On doit aussi repenser, et je pourrais même dire en premier lieu, le système de la formation, parce que la formation par métier, par filière, c'est un sujet du XXe siècle, mais pas du XXIe siècle. Il faut parler aujourd'hui de blocs de compétences et de, comme le dit la loi Pénicaud, de formation tout au long de la vie, d'orientation et de réorientation. J'ai pu en discuter à la fois avec elle et Elisabeth Borne et plus récemment avec Olivier Dussopt. La question de l'orientation, de la réorientation, de la formation doit faire partie intégrante au niveau professionnel du ministère du Travail et pas de l'Éducation nationale.
Aujourd'hui, on est en train de demander à des enseignants qui ne connaissent pas l'entreprise d'orienter nos enfants et nos étudiants, ce qui est quand même une aberration, puisque quand vous ne connaissez pas l'entreprise, vous ne connaissez pas les métiers et vous ne connaissez pas non plus la rapidité des transformations. Il y a 10 ans, on parlait déjà de la transformation digitale et numérique. Vous voyez bien que ça prend 10 ans, que toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité ne sont pas encore au top sur cette transformation. Et depuis quelques mois, ça s'accélère en cette rentrée 2022, on parle des transitions énergétiques et écologiques. Et là, on n'a pas 10 ans devant nous. Et là, on n'a même pas 3 ans, dit le rapport du GIEC. Donc il va falloir que nos salariés, qui voient leur métier se transformer, s'attellent au problème de leur employabilité, parce que je tiens à rappeler la définition de l'employabilité. On renvoie ça toujours au chef d'entreprise, mais l'employabilité est une question individuelle. Évidemment, le chef d'entreprise doit y mettre les conditions favorables. Le label que vous portez le dit très bien. On doit créer les conditions favorables aux salariés pour qu'ils puissent se former sur les compétences qui lui permettent une employabilité durable. Et ça, c'est un sujet tout au long de la vie. Donc, on est très attaché au fait que, alors, à l'APEC, évidemment, puisque nous multiplions les signatures de partenariat, et j'ai signé tout à l'heure un partenariat avec l'Université de Rennes, parce que nous voulons que tous les cadres, ma population étant celle des cadres, prennent conscience que l'APEC les accompagne tout au long de la vie et que la question de la formation ne s'arrête pas au diplôme de formation initiale qu'ils ont obtenu. La formation est quelque chose qui accompagne le salarié jusqu'à son départ en retraite. J'oserais même dire jusqu'à la veille. Donc on a une nécessité de s'adapter au métier de demain. Je voudrais aussi battre en brèche une idée préconçue. Et je me suis un peu fritée avec Muriel Pénicaud à l'époque, mais elle a dit, ben ouais, on va changer ça, qui dit que 40 ou 50%, suivant les études, des métiers de 2050 n'existent pas encore. Alors ça, pour crisper tout le monde et mettre la panique auprès de tous les parents qui orientent leurs futurs étudiants à minima, mais aussi tous les salariés, il n'y a pas mieux. Et puis le fait d'enfoncer le clou sur l'inemployabilité des seniors, alors là, vous avez le cocktail explosif. Non, c'est pas ça. Et je vais prendre l'exemple des métiers de la transformation écologique, de ce qu'on appelle les métiers verts et les métiers verdissants. Les métiers se transforment. Donc, en fait, il n'y a pas de rupture entre les métiers d'aujourd'hui et les métiers de demain. Alors, bien sûr, il y a des nouveaux métiers. Ça, vous ne me ferez pas dire le contraire. Mais il y a surtout tous les métiers qui se transforment. 97% des métiers sur l'économie verte sont des métiers dits verdissants, donc des métiers qui existent déjà, qui, avec des blocs de compétences additionnels, vont se transformer. Je prends un exemple très concret. Audencia ouvre en cette rentrée 2022 un executive MBA qui s'appelle Chief Value Officer. C'est le nouveau nom avec un anglicisme qui veut dire DAF, qui prend en compte l'économie durable et toute la composante d'économie circulaire dans l'entreprise. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ça, c'est un métier verdissant. Et à côté de ça, effectivement, vous avez 3% des métiers verts qui sont des nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Donc il faut remettre un petit peu les chiffres là où ils doivent être et pas cristalliser sur des grands effets médiatiques, des grands effets d'annonce, comme le sujet du bonheur au travail qui me hérisse le poil comme Julia de Funès. Le bonheur au travail, c'est un concept qui est complètement en dehors de la vraie vie, hein. Le bonheur appartient à chacun et le chef d'entreprise, on ne va pas lui mettre ça en plus sur la cafetière, hein. Donc que l'on travaille, nous, les chefs d'entreprise, sur la qualité de vie au travail, c'est une vérité, une nécessité. Qu'on travaille au fait de créer les conditions les plus favorables pour que le salarié s'épanouisse au quotidien dans l'exercice de ses missions, c'est une évidence. Mais nous ne sommes en rien responsables de son bonheur, ou pas, ni de son malheur d'ailleurs. Donc voilà. Alors, par rapport au label dont on parle aujourd'hui, évidemment,
c'est un label qui fait travailler, Jean-Marc le disait, sur le fait de nous améliorer au quotidien par rapport aux items qui constituent notre culture d'entreprise, parce que nous, les dirigeants, nous devons évoluer, notamment par rapport à cette inversion du marché du travail sur l'offre et la demande. Hein. On peut s'interroger sur savoir qui est le client, qui est le fournisseur aujourd'hui, entre le candidat et l'entreprise. Donc on doit s'améliorer et les labels sont des instruments très positifs pour nous permettre de travailler sur nos cultures d'entreprise et sur différents items. En revanche, il ne doit y avoir aucun delta entre ce que l'on affiche et ce qui est vécu dans l'entreprise. Vous allez me dire, c'est une évidence. Oui, mais ce qui est moins une évidence, c'est qu'il n'y a pas une culture d'entreprise et il n'y a pas une notion de valeur. C'est-à-dire que la culture d'entreprise est propre à l'entreprise. Donc il n'y a pas une seule vérité, il y a de multiples vérités. Et là aussi, c'est important de le dire parce que tous les individus ne sont pas faits pour les mêmes cultures d'entreprise. Donc c'est aussi le fait, et ça a été dit dans le nuage de mots, de s'écouter. Donc déjà, quand on s'écoute, il faut beaucoup parler, hein, beaucoup échanger et retraduire. J'en reviens à une statistique qui va faire sourire ceux qui ont des enfants qui sont au collège. Un enseignant au collège, pour être compréhensible d'une classe de 24 élèves, doit répéter 7 fois la même chose d'une façon différente à 4 endroits différents de la classe. Parce que l'écoute et la compréhension n'est pas la même pour tous et toutes. Donc vous imaginez, la pédagogie fait forcément partie intégrante de ce qu'est le management. Et donc on doit répéter pour être sûr d'être compréhensible de tous. Donc forcément, quand on parle de la notion de valeur, c'est pas juste un affichage de 3 mots. Quand on est dans le recrutement et qu'on pose la question, vas-y, dites-moi quelles sont les 3 valeurs essentielles pour vous. Si on fait juste que noter les valeurs, ça n'apporte rien et ça n'apporte surtout pas de l'eau à notre moulin. Il faut expliciter ce que veut dire une valeur pour l'individu, pour la mettre en résonance avec la culture propre de l'entreprise qui est particulière. On parle du groupe Launay, on parle de la PBGO. Les valeurs et la culture d'entreprise, qu'elles soient vécues dans le groupe Launay ou dans le groupe BPGO, ce ne sont pas les mêmes. Et il n'y a pas non plus de notion de qui est mieux que l'un ou qui est mieux que l'autre. C'est différent, c'est tout. Donc l'éclectisme aussi de la notion de valeur et de la culture d'entreprise est très importante. Je pense que le label en question le prend en compte. Et j'insiste sur le fait que cet instrument est très positif parce que ça nous fait travailler et ça fait travailler toutes les parties. Mais il faut aussi que les chefs d'entreprise, quand ils décident de mettre en place ce label, eh bien, ce n'est pas un effort à un instant T, c'est un effort au long cours. Et c'est un challenge parce qu'il faut tous les ans être au rendez-vous. Merci. Régis, par rapport à ce qu'on vient d'entendre au niveau du marché de l'emploi, est-ce que c'est raccord avec ce qui se passe au niveau de la banque ? Bien évidemment, on n'est pas mieux, pas moins bien que les autres entreprises. Il y a une époque où on avait la chance, et moi j'ai commencé à la RH il y a 15 ans. Il y a 15 ans, tous les matins, je devais avoir 25, 30, 40 CV papier sur mon bureau. Aujourd'hui, si j'en ai 25 dans le trimestre, de manière numérique, c'est un grand maximum. Donc le sujet, il est bien évidemment là. Il est là par rapport au marché de l'emploi, comme on l'évoquait, mais il est là aussi par rapport à une image, qui est l'image des banques, qui a été quand même assez malmenée depuis 2008, sur lequel on a du mal à faire changer les choses, même si une banque régionale coopérative comme BP Grand Ouest, c'est pas tout à fait la même chose que une banque d'affaires à la City ou à New York. Donc voilà. Donc oui, on a bien évidemment ce constat avec des difficultés dans le recrutement et de plus en plus aussi un autre effet qu'on constatait pas beaucoup et sur lequel je pense on est encore même bien loti par rapport à d'autres, même si ça nous pose des problèmes, c'est sur les démissions, puisqu'en fait le taux de démission ne cesse d'augmenter et avec surtout des collaborateurs qui quittent le secteur.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas voir nos confrères, ce qui fait qu'on ne les rattrape pas avec le salaire, ce n'est pas le sujet. En fait, ils vont voir autre chose. Et je pense que là aussi, la crise Covid qu'on a connue a amené une autre vision du monde chez nos salariés. Et donc, à nous de leur ramener le sens. Très bien, Régis. Alors, la Banque Populaire Grand Ouest s'est lancée dans la démarche Great Place to Work c'était le 1er janvier 2021, c'est 2021. Ça Et entre la première et la deuxième deuxième année, vous avez connu 11 points de progression. Alors Jean-Baptiste, raconte-nous, est-ce que je crois que c'est pas banal quand même. Non, très clairement, c'est pas banal, parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude d'accompagner des plus petites structures, où ce sera un petit peu plus classique, d'instaurer la confiance dans les petites structures. Dans un grand groupe comme le vôtre, de gagner 11 points sur une enquête collaborateur en moins d'un an, c'est un résultat, on peut le dire, qui reste exceptionnel, parce que c'est une vraie aussi engagement de l'entreprise de travailler sur les axes d'amélioration qu'on avait pu travailler. Et en règle générale, sur des grands groupes comme les vôtres, où c'est plus difficile, en tout cas, d'ancrer la confiance dans la culture d'entreprise, de dépasser les 10 points. En 10 ans, moi, j'ai dû le voir sur un grand groupe comme les vôtres peut-être 1 ou 2 fois. Donc un grand bravo à vous en tout cas pour votre engagement. Donc Régis, à mon avis, ce que je pense qui est très intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait à la Banque Populaire Grand Ouest pour engager, pour changer un peu une situation. Alors, ça a été dit tout à l'heure, la démarche Great Place to Work, tu m'excuseras Jean-Baptiste, ce n'est pas le label en lui-même qui nous intéresse, c'est la démarche de progrès continu qui est associée en fait au label. C'est d'ailleurs cette démarche-là qu'on a sur d'autres labels, sur le label ISO 26000, sur le label Relations fournisseurs responsables, sur le label Égalité Pro. En fait, à chaque fois, c'est la démarche de progrès continu qui nous intéresse dans ces éléments. Donc, gagner 11 points, pour nous, c'est déjà une belle victoire, avec franchement une légère déception quand même pour moi, puisqu'en fait on le loupe à Pouillem, donc c'est un peu dommage, surtout quand j'entends encore les chiffres tout à l'heure qui sont de dire qu'une entreprise qui est labellisée a 3 fois plus de candidatures. Zut. Mais bon, l'année prochaine... Je suis désolé, Régis. Donc, non, c'est des très bons résultats qui effectivement sont obtenus parce qu'on a d'abord écouté ce qui nous a été dit l'année dernière. On a analysé les résultats. On a parfois pris ça d'ailleurs comme un peu une sanction sur certains sujets. Je pense à celui de la rémunération. On a été très, 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 très mal noté sur la rémunération. Alors en France, en général, les Français notent mal la rémunération, mais nous, on a été particulièrement mal notés. Et on s'est aperçu quand même que sur ce sujet-là, on avait besoin de pédagogie parce que c'est pas le bagne quand même. Un groupe comme BPGO, loin de là, on fait beaucoup d'efforts. Et donc, on s'est dit qu'il y avait besoin donc, de faire de la pédagogie. Mais au-delà de la pédagogie, on a surtout refondu complètement notre système de partage de la valeur avec quelque chose qui a beaucoup plus de sens, je pense aussi, pour les collaborateurs que ce qui était le cas avant. Je pense notamment à notre contrat d'intéressement qui embarque tout le monde et sur lequel on est vraiment dans une démarche où chacun peut voir comment il peut agir aussi pour bénéficier du partage de la valeur en créant lui-même à son niveau de la valeur. Donc ça, c'est un premier élément. D'autres éléments qui nous ont été dits, c'est qu'il y avait un besoin de valoriser le métier, de valoriser les équipes, les collaborateurs. Alors la valorisation, ça passe par la rémunération, mais ça passe aussi tout simplement par une meilleure valorisation de sens sur le métier qu'ils font. Et donc c'est ce qu'on a travaillé avec la marque employeur, qu'on a complètement revue aussi, qu'on a travaillé avec les équipes. Ce sont les salariés qui ont créé la marque employeur de BPGO. Ce sont eux qui sont en vidéo sur les films. Ce sont eux qui sont sur les affiches. Ce sont eux qui ont écrit les témoignages qui expliquent en fait ce qu'ils font au quotidien. Donc avec leurs mots, avec leur engagement, avec leur envie, leur sourire. Et donc ça aussi, ça a, je pense, amené une autre vision finalement de l'entreprise et ça a répondu à un certain nombre d'éléments qu'ils pouvaient nous dire. Ils nous ont dit aussi qu'ils avaient besoin qu'on leur fasse davantage confiance. Tu l'évoquais tout à l'heure, Jean-Baptiste, il y a un vrai sujet de confiance, un sujet d'autonomie. Et donc là aussi, on a développé durant l'année un certain nombre de choses avec ce qu'on appelle chez nous des communautés, où en fait chacun peut, au-delà de son métier, partager à la construction et au développement de son entreprise, qui est BPGO. Donc on leur donne du temps pour
aller agir, monter un projet, le proposer à la direction générale et faire évoluer les choses pour les clients, pour eux, dans leur quotidien. Donc ça, je pense que ça a aussi servi. Et aussi valoriser tout ce qu'on fait en matière d'accompagnement du tissu associatif, l'accompagnement de mécénat. Et on leur a d'ailleurs donné la possibilité, sur le temps de travail, d'accompagner des associations ou d'avoir un rôle en fait, sociétal sur le territoire pour accompagner, là encore, le développement du territoire. Donc, je pense que tous ces éléments associés qui sont traduits dans les résultats de juin 2022, et aussi un élément, je pense, qui a été très important sur la période, c'est qu'on fait beaucoup de choses chez BPGO. Il y a beaucoup de communication. Tu sais de quoi je parle en tant que directeur de la com, Simon. Et en fait, les messages ne sont pas toujours vus ou on ne s'en souvient pas forcément toujours. Et donc, il y a eu besoin sans doute aussi de rappeler un certain nombre de choses aux équipes, et c'est ce qu'on a fait pendant toute la période de mars à juin, mai-juin, avec les managers de managers, où on est allé au plus près des équipes pour échanger avec elles. Donc, on est tous allés, moi je suis allé 5 fois sur le Calvados, sur la Manche, voir les équipes en toute proximité pour échanger avec elles sur leur quotidien, et puis leur dire aussi voilà, sur quoi on avance, et remontez-nous encore des éléments et on va travailler pour vous, pour votre quotidien et pour nos clients. Et ça, je pense que ça a aussi énormément joué pour que les gens en fait, se rappellent et prennent conscience finalement qu'ils sont dans une entreprise où il fait plutôt bon travailler. Je confirme. Bon, merci Régis pour tous ces exemples très très concrets. On est gentiment en train de manger le timing. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre tout de suite la séance de questions-réponses, parce que sinon je crois qu'on va se faire mettre dehors. On y va ? Si vous avez des questions dans le public aussi, levez la main, on va les prendre. Je vais répondre sur les questions qui concernent le Play Store. En moyenne, combien de temps mettent les entreprises à décrocher le label ? It depends. Clairement, on a des entreprises qui arrivent à le décrocher très facilement. Alors, il y a plusieurs niveaux de label. Il y a la certification qui est vraiment le niveau d'une Great Place to Work, où on a dépassé un seuil. Et après, on a le palmarès annuel des meilleures entreprises qui ont été décernées dans l'année. Donc la certification en moyenne, moi je n'ai pas de chiffres à vous communiquer. Il y en a, moi ça fait 7 ans que je travaille avec elle, on y arrive doucement. On gagne quelques points. Et d'autres qui arrivent même si on l'a vu dès la première année, arriver numéro 1 du classement des meilleures entreprises où il fait bon travail. Donc il n'y a pas forcément de temps. Ce que je disais, je vais compléter ce que disait Marie-Laure. Moi, je suis complètement d'accord. C'est qu'il n'y a pas de recette magique pour devenir une Great Place to Work. C'est très lié à la culture de l'entreprise et la cohérence des pratiques managériales qu'on va mettre derrière. Ça, c'est très important entre une culture très méritocratique, où il y aura beaucoup de pratiques autour du challenge, et une entreprise familiale où l'humain, la famille sera mise en avant. C'est complètement différent, mais gardez en tête cette cohérence entre qui on est, notre ADN, et les pratiques qu'on va mettre derrière. Est-ce qu'il y a un secteur plus qu'un autre qui cherche à décrocher ce label ? Oui, très clairement, sans faire de langue de bois. Voilà, il y a beaucoup sur les postes pénuriques, très clairement, voilà, toutes les entreprises, les ESN, on en a eu beaucoup à l'époque, mais de plus en plus aujourd'hui, on voit que voilà, typiquement depuis 2 ans, on voit que les experts comptables se réveillent, très clairement. Voilà, on ne le voyait pas beaucoup avant, et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc très clairement, aujourd'hui, les entreprises qui sont intéressées par le label, c'est celles qui ont des manques d'attractivité ou en tout cas des vrais manques, en tout cas au niveau des candidats. Est-ce que la mixité d'entreprise est un critère du label ? Oui, complètement, ça en fait partie. Il y a une question, alors nous c'est plus sur l'égalité femmes-hommes qu'on va regarder. Et pour tout vous dire, maintenant depuis, ça va faire 4 ans, c'est la 4e année qu'on le publie, c'est qu'on a un dernier label qui est le palmarès des meilleures entreprises où il fait bon travailler pour les femmes, avec lequel on publie avec Marie-Claire, où justement on va regarder, justement pour en tout cas prétendre à ce label-là, on va regarder notamment, parce que les femmes répondent à l'enquête, c'est très important, mais surtout ce qu'on va regarder, c'est le nombre de femmes, notamment dans les comités de direction. Et très clairement, moi pour en faire beaucoup, ça reste... la mixité est très très rarement respectée. Donc c'est un sujet qu'on va regarder aussi très clairement. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quels sont les indicateurs qui sont surveillés au niveau du label sur toutes les questions et enjeux, formation et développement des compétences. Il y a des sujets qui sont plus surveillés que d'autres.
Tout à fait. En fait, dans la méthodologie Great Place to Work, en fait, on va aborder de nombreuses thématiques. Il y a une dimension qui est liée à celle du respect, notamment, et sur le développement professionnel. Donc, il y a une question qui est dédiée justement sur le fait de savoir si le collaborateur dispose, en tout cas d'opportunités de développement dans l'entreprise et de formation. Ça, c'est important. Et au niveau du dossier, où on va demander sur les pratiques managériales, il y a deux questions qui sont souvent relatives à ça. C'est d'une part, comment vous arrivez à nourrir cette culture de l'innovation dans l'entreprise. Et ça passe beaucoup par soit des promotions, des perspectives d'évolution, mais surtout, en tout cas, par cette culture de formation. Et un sujet qui est très important chez Great Place to Work, c'est ce qu'on appelle l'inclusion aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit dans les entreprises, je peux vous dire que entre différentes directions, différents services, on peut être dans deux entreprises complètement différents. Et nous, on s'attache beaucoup à savoir de pouvoir faire monter en compétence l'ensemble des collaborateurs. Donc dans les dossiers aussi qu'on évalue, c'est un des critères qui est très important pour nous. Une dernière question ? Sinon, on va libérer la place. Je vous remercie de votre attention et je pense qu'on peut remercier aussi nos intervenants qui ont été formidables. Merci.